Ok, donc nous poursuivons cette formation sur la programmation orientée objet et dans cette vidéo, nous allons parler des éléments de la syntaxe du langage Java. Donc déjà, commençons par la structure d'un programme Java. Eh bien, le programme minimal Java, il ressemble à ceci. On a public, class, hello world, et puis à l'intérieur, on a une méthode. Là, c'est la méthode main, public static void main. Et puis dedans, on peut afficher le message bonjour le monde, comme c'est très souvent le cas avec les premiers programmes. Et puis, il vous suffit d'exécuter cela pour avoir le message affiché sur la console. Donc, dans la suite de cette formation, à peu près pour chaque code, nous allons l'écrire et le tester. Donc, pour tester ce code-là, vous vous rendez sur NetBeans, vous ouvrez le logiciel et puis vous avez votre projet. Donc, le code il était déjà là. Donc là, c'est la classe test et à l'intérieur, on a la méthode main. La méthode main, comme dans plusieurs langages, c'est le nom de la méthode. Le nom main, c'est le nom de la méthode point d'entrée. Et en Java, en plus d'avoir ce nom main là, il faut que ce soit une méthode publique et statique pour qu'elle puisse servir de méthode point d'entrée. Le void qu'on a à la fin là, en fait, c'est juste pour indiquer que la méthode ne retourne rien. En Java, lorsque une méthode ne retourne rien, on le marque avec le type void. Et ici, le args, c'est un tableau de caractères, c'est le paramètre de la fonction main. Ce paramètre-là, il est utilisé lorsque on lance l'exécution du programme par une console, par un terminal. Et là, on peut passer les options qui vont être transmises à la fonction main à travers cette variable-ci. Ok, donc, nous poursuivons avec la présentation de la syntaxe. Déjà, au niveau de la présentation de la syntaxe, il y a la notion de variable qui intervient dans tous les langages de programmation, sinon la plupart. Il y a la notion de variable qui intervient et le Java spécifiquement, c'est un langage typé, ce qui signifie que chaque variable, lorsqu'elle est déclarée, il faut lui affecter un type et ce type-là, il ne change pas pendant toute l'exécution du programme. Donc en Java, on a ce qu'on appelle les types primitifs. Les types primitifs du Java, c'est le type entier double qui correspond au réel. On a le type caractère. Donc, un exemple de caractère, c'est un symbole d'une seule lettre, d'un seul caractère. Donc là, par exemple, on a le A. Et on a le type booléen pour les opérations logiques. Et puis, le type chaîne de caractères. Donc, je fais le commentaire là, maintenant. Ce sera peut-être mieux compris, mieux perçu par la suite. Mais je signale que parmi ces types-là, les types entiers, double, sharp, boolean, ce sont des types qui sont primitifs dans le sens qu'il ne s'agit pas d'objets, il s'agit de types de base utilisés par le Java. Par opposition un petit peu au type string qui peut être perçu comme un type primitif mais qui correspond à un objet, en fait une classe. Donc le type string, en réalité c'est une classe Java prédéfinie, tandis que les autres int, double, sharp, boolean, ce sont des types scalaires, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'objets, mais de types de base qui ne sont pas des objets. Donc on verra un petit peu par la suite la différence entre ces types de base là et les classes. Sinon, à titre introductif, la différence c'est qu'il y aura des méthodes qui seront fournies pour les objets de type string et pour les objets, tandis que pour les types scalaires là, il n'y a pas de méthode fournie par le type. Donc c'est juste les variables déclarées avec ces types là vont juste servir à stocker les valeurs, tandis que pour le type string et les autres types d'objets de classe, la variable va permettre de stocker des valeurs et aussi pourra contenir des méthodes pour effectuer des traitements sur ces valeurs là. Donc, pour ce qui concerne les types de données, on a parlé là des types primitifs. Maintenant, on a aussi les classes. Donc, Java offre un large éventail de classes
prédéfinies. Ici, on a essayé d'énumérer quelques-unes juste, mais il y en a beaucoup plus. Donc, parmi les classes qui sont prédéfinies en Java, nous avons les classes utilitaires, notamment la classe string, dont on venait de parler tout à l'heure. La classe math qui offre des fonctions telles que les sinus, les cosinus pour effectuer des opérations mathématiques. On a aussi la classe array qui est pratique pour la manipulation des tableaux. Et on a d'autres classes comme les classes de type collection, comme ArrayList, HMap, HSet qui permettent de manipuler des collections d'objets. Donc en dehors de ces classes que je viens de citer, il y en a plein d'autres, notamment en rapport avec la gestion des fichiers, les entrées-sorties et la concurrence, l'exécution des processus en parallèle. Ainsi, on fait référence au treat. Je pense que c'est le cas aussi en Java, treat. Okay. Maintenant, pour ce qui concerne les opérateurs, c'est à peu près les mêmes dans la plupart des langages de programmation. On a l'opérateur d'affectation, c'est le symbole égal. Les opérateurs arithmétiques, c'est plus ou moins l'étoile pour la multiplication, la division, le modulo. Puis les opérateurs de comparaison, égal, différent, supérieur, inférieur, supérieur, égal, inférieur, égal. Et puis les opérateurs logiques, le et, le ou et la négation. Pour les structures de contrôle, on a la structure if, else et puis les structures de boucle. Donc il y en a trois en Java, le for, le while, le do while. Donc on va faire des petits exemples pour voir un petit peu comment sont utilisés ces opérateurs-là et ces structures de contrôle. Donc on retourne sur NetBeans et puis donc là, les exemples avec la déclaration des variables là, on peut déclarer une variable, disons âge, donc c'est un entier, âge, et lui affecter une valeur, par exemple la valeur 10. Et par la suite, on peut vouloir faire un test pour voir si il s'agit d'un adulte ou non sur la plupart de la variable en fonction de l'âge. Donc pour les adultes, généralement on considère que c'est à partir de 18 ans. Donc si l'âge est supérieur à 18, on pourra afficher que pour afficher ces système.out.println et on passe la chaîne de caractères à afficher. Je mets simplement adulte et sinon, else, j'affiche le contraire d'adulte, je sais pas, qu'est-ce qu'on va mettre jeune, je vais mettre jeune. Hein. Plus jeune, ok. Donc là, on a un exemple de déclaration de variable et puis on lui affecte directement la valeur 10. Et ensuite, on peut utiliser le structure de contrôle if pour faire un traitement conditionnel et puis afficher un résultat à la suite. Donc je vais exécuter le programme pour qu'on voit qu'est-ce que ça donne sur la console. Et puis là, on voit qu'on a le résultat plus jeune. Je ramène la console vers le bas pour voir les deux en même temps. Donc lorsque j'exécute le programme, j'ai bien la valeur plus jeune qui est affichée parce que là on a 10 et 10 il n'est pas supérieur à 18, du coup on affiche le message qui est par le bas là. Donc si je change de valeur par exemple que je mets à 21, là c'est censé afficher adulte et bien effectivement c'est ce que ça fait là. Donc ça c'est pour donner une idée sur la déclaration de variables, l'utilisation des structures de contrôle en PO. Donc je note que les variables et en particulier les structures de contrôle sont utilisables uniquement à l'intérieur des méthodes. Les variables encore ça peut sortir et quand ça sort ça devient ce qu'on appelle les attributs de classe, mais les structures de contrôle elles sont manipulées seulement à l'intérieur des méthodes parce que dans une classe on peut avoir uniquement soit des attributs qui sont en quelque sorte des variables. Par exemple ici je peux déclarer une variable âge et là c'est un attribut. Tandis que dans une méthode, lorsque je déclare une variable, ce n'est pas un attribut. Okay? Un attribut, c'est une caractéristique de la classe. On verra dans la suite des exemples qui sont plus cohérents avec le contexte. Mais là, je voulais juste faire une démonstration de comment est-ce qu'on déclare des variables et puis comment est-ce qu'on utilise des structures de contrôle en Java.
Donc on poursuit avec la suite du programme de formation en parlant de la notion d'appel de méthode. Donc là, on voit comment est-ce qu'on définit une méthode, public static void à dire bonjour, et dedans on fait le traitement, et en bas on a comment est-ce qu'on appelle la méthode. Donc si je souhaite implémenter cela dans mon programme, je vais simplement venir là définir une méthode, public static void dire bonjour, et ma méthode, une fois qu'elle est créée, dedans je mets le traitement. Donc là c'est le traitement qui sera effectué par la méthode. Là notamment je vais afficher un message tout simplement, system.out.print ln bonjour. Et là la méthode elle est définie, il ne reste plus qu'à l'appeler. Et je l'appelle dans le programme principal, dans la fonction principale, la fonction main, pour qu'elle soit exécutée. Et là, je peux tester en lançant l'exécution du programme et j'ai bien mon message bonjour qui s'affiche. Donc les méthodes, comme je le disais, on les déclare dans les classes, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre cette méthode hors de la classe à l'extérieur comme ceci. Là, il y a une erreur, donc la méthode, elle doit impérativement être déclarée à l'intérieur de la classe. Donc je la remets à l'intérieur. Pareil, les attributs ne peuvent pas être déclarés à l'extérieur de la classe. Il faut nécessairement que ce soit directement à l'intérieur de la classe, soit à l'intérieur d'une méthode de la classe. OK. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la déclaration de méthode et l'appel de méthode.